Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. On disait que c'était une ville sale, on disait que c'était pas un environnement paisible. Des investisseurs ou des amis parisiens qui me parlent d'un Bordeaux que moi je n'ai pas connu et qui le redécouvrent et qui sont assez charmés. Et aujourd'hui, on parle de la Belle Pierre, on parle de ses quais, on parle aussi beaucoup d'économie. Thales comme Hydrogène de France, en l'occurrence c'est le cas d'Hermès, quand Betclic a décidé de s'installer à Bordeaux. Dans cet épisode, on vous embarque pour un grand tour de la région et pour une visite originale. Notre territoire du point de vue des entreprises. En compagnie d'Alexandre Cieux, président de l'OIEB, nous explorons le centre de Bordeaux, mais aussi le sud de la métropole, le nord, l'est et l'ouest, pour expliquer et comprendre l'implantation des grandes sociétés sur la région. Hermès, Thales, Cdiscount, Back Market, Betclic, OVH ou encore Decathlon. Ces dernières années, Bordeaux a le vent en poupe, et ça se voit. Les projets se sont multipliés, alors on vous explique pourquoi et comment ces sociétés décident de leur implantation et ce qu'elles viennent chercher dans la métropole. Allez, c'est parti! L'échange sera fluide et naturel. Bonjour Alexandre. Bonjour Hugo. Et merci alors de nous recevoir, je veux dire cette fois, puisque Bordeaux Stories joue à l'extérieur. On n'est pas dans nos locaux habituels, mais nous sommes chez toi Alexandre. On est où? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Bienvenue chez Bleu Mercure, théâtre de ma nouvelle vie professionnelle. Bleu Mercure, c'est une société qui est spécialisée dans l'investissement et la promotion en immobilier entreprise. Et depuis 8 mois, je suis également président de l'OIEB. Et donc, je représente l'ensemble des acteurs de l'immobilier entreprise, que ce soit des promoteurs, des investisseurs, beaucoup de commercialisateurs et des métiers qui sont périphériques comme nos amis notaires, nos amis aménageurs d'espace, certains géomètres également qui sont adhérents de l'OIEB, donc on parle d'une centaine de membres. Ok, et donc ça fait une belle double casquette. Oui, c'est une belle double casquette et puis c'est un changement de vie pour moi. Donc je suis très heureux de cette nouvelle fonction et je te remercie de me donner la parole aujourd'hui pour pouvoir t'en parler. Très bien, bah écoute, alors on va replanter un petit peu le décor pour que tout le monde comprenne aussi là le contexte de cet échange. Alexandre, donc une expertise immobilière pour ta part, et en fait tu vas nous amener un petit peu à la découverte de Bordeaux et sa métropole depuis un nouveau point de vue, donc qui est celui en fait de celui des entreprises. On entend beaucoup parler de l'immobilier résidentiel, on entend beaucoup parler dans les médias de l'actualité autour du résidentiel, voilà, qui est compliqué, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler en fait de l'immobilier de bureau, de l'immobilier pro au sens large, et c'est en ça où c'était intéressant d'avoir cet échange avec toi. Et on va démarrer avec une présentation au-delà de la double casquette, une présentation un petit peu plus perso. Est-ce que tu peux nous dire, toi, je sais pas si tu es originaire de Bordeaux ou pas? Non, pas tout à fait. J'ai adopté Bordeaux il y a une quinzaine d'années maintenant. Bon, j'ai eu mes 2 enfants ici, donc je me considère bordelais. Ok. Mais je suis originaire de Paris, une banlieue parisienne pour être plus précis. Et j'ai découvert Bordeaux un peu sur le tard. Quand j'entends tous mes amis bordelais me parler de ce qu'était Bordeaux il y a 20 ou 25 ans, j'avoue que... Alors qu'est-ce qu'on disait de Bordeaux à l'époque? On disait que c'était une ville sale, on disait que c'était des artères, on disait que c'était pas un environnement paisible. Et aujourd'hui, on parle de la Belle Pierre, on parle de ses quais, on parle de sa propreté aussi. Et on parle aussi beaucoup d'économie, ce qui était peut-être pas forcément le cas avant. Oui. Donc ça a beaucoup changé. Toi, tu as vu un véritable changement en 15 ans entre le moment de ton arrivée et aujourd'hui, on va dire fin 2023. Exactement. Et ce qui me frappe le plus, c'est quand je reçois des investisseurs ou des amis parisiens qui me parlent d'un Bordeaux que moi, je n'ai pas connu et qui le redécouvrent et qui sont assez charmés par toute cette attractivité, cette foule aussi. Et aussi ces bonnes tables, hein, on en parlera peut-être, mais Bordeaux a plein de facettes et c'est ça que je trouve intéressant à raconter à travers ma vie professionnelle, mais aussi à travers ma vie personnelle. Et alors quel quartier, toi, est-ce que tu as choisi au départ Je sais pas si tu es dans le même coin depuis 15 ans ou tu as un peu bougé. Non, pas du tout. Alors c'est vrai que
Je pense que pour découvrir une ville et une agglomération, c'est bien de commencer par être en centre-ville. Donc moi, dès que je suis arrivé, j'ai eu la chance d'habiter rue Mably, qui est une petite rue assez discrète dans le triangle de Bordeaux et qui est très agréable. Ah, ça, c'était pour être pas trop dénaturé de Paris, non? C'est ça? T'as Un choisi peu, et puis centre-ville? Bah, pour comprendre la ville. Donc il y a rien de mieux que d'être dans son cœur. Et puis comme j'avais l'habitude aussi, et puis l'envie en quittant Paris d'avoir un petit peu de verdure, je me suis mis en périphérie, dans une petite commune qui s'appelle Le Haillan et qui est très sympa. ok. Ce qui te plaît au Haillan, ouais, c'est le proximité, enfin un peu plus d'espace vert peut-être que dans le centre, c'est ça? Oui, c'est une ville qui a très peu de densité. On est à la fois à 45 minutes de Bordeaux et à 45 minutes du bassin d'Arcachon, et puis à quelques pas de quelques belles forêts ou de lieux de promenade. Donc c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Je trouve que pour fonder une famille ou pour se développer personnellement, c'est agréable. Ok, eh ben, merci pour ce petit retour sur le Haillan, hein. On va parler donc de l'OIEB. Oui. Est-ce que tu peux nous redire ce que signifie OIEB? Alors l'OIEB, c'est l'Observatoire de l'immobilier entreprise à Bordeaux. Et je vais te demander de nous exposer un petit peu les missions de l'OIEB, qu'on comprenne en fait dans quel contexte est-ce que toi et avec quelle approche est-ce que tu connais Bordeaux et tu explores la métropole de Bordeaux. Donc les missions de l'OIEB Oui. aujourd'hui. Alors l'OIEB, la principale fonction, c'est d'apporter de l'information aussi bien aux acteurs de l'immobilier entreprise qu'aux collectivités et également aux grands utilisateurs, qui peuvent être des industriels ou des sociétés commerciales, pour qu'ils puissent avoir une bonne approche, une bonne compréhension de ce qui existe sur le marché, des niveaux de prix ou de loyers pratiqués, des endroits sur lesquels, les territoires de projet sur lesquels se développe aujourd'hui l'immobilier entreprise. Donc c'est quoi? Vous êtes un point d'entrée en fait quelque part pour ces institutions et ces boîtes-là? On est surtout un centre de données. On partage de la donnée évidemment avec tous nos adhérents, mais on a quand même un rôle de moteur, de donner de l'attractivité au territoire. Donc, dans D'accord, les ça c'est membres important. Ouais. historiques de l'Observatoire, on va retrouver la CCI, on va retrouver Bordeaux Métropole, différentes villes également de Bordeaux Métropole qui ont aujourd'hui un besoin de faire connaître aussi leur commune comme étant un espace de développement économique. Et puis après, on va retrouver tous les professionnels, et il y a une majorité d'acteurs privés dans les adhérents et dans ceux qui font la vie de tous les jours de l'Observatoire, et D'accord. qui, eux, ont besoin de cette data pour mieux comprendre les mécaniques du marché et prendre des décisions pour se dire est-ce qu'on peut lancer des opérations de tel ou tel format et de telle typologie immobilière, de manière à ce que ça ait un sens aussi pour des entreprises. Ok. Donc ça répond quelque part un petit peu à la question de qui est-ce que l'OIEB peut t'intéresser. Donc tu parlais de collectivité, tu parlais d'entreprise. Voilà, c'est les principaux acteurs qui font vivre aujourd'hui l'Observatoire. Ceux qui le font vivre, oui, c'est ça. Principalement les collectivités et les acteurs de l'immobilier entreprise. Et après, par ricochet, évidemment, les grandes entreprises. Donc ça, c'est des directions générales ou des directions immobilières qui vont nous interroger également et être sûrs de faire les bons choix. Ok. Mm. Et pour faire la promo de l'agglo bordelaise, alors sur quoi est-ce qu'on se base, qu'est-ce qu'on valorise aujourd'hui, qu'est-ce qui plaît à Bordeaux et dans sa métropole, qu'est-ce qui attire en fait des acteurs peut-être plutôt extérieurs? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que quand vous avez une grande industrie ou une grande entreprise qui décide de créer une nouvelle implantation sur un territoire, elle va souvent la comparer avec d'autres grandes métropoles. Quand je suis arrivé il y a une quinzaine d'années à Bordeaux, on était très comparé à Toulouse. Mhm. Aujourd'hui, je constate que Toulouse est toujours en compétition avec Bordeaux, mais des territoires comme Nantes et Rennes le sont également. Et c'est vrai que l'ouest de la France attire beaucoup les grands projets industriels et grands projets tertiaires. Tu peux nous citer un ou deux exemples? Oui, bien sûr. Il y a eu le cas, alors, il y a une dizaine d'années, de Thales qui hésitait à redévelopper et regrouper ses sites et a mis en compétition avec d'autres agglomérations. Mais il y a eu Donc là, on parle quoi de Thales à Mérignac Thales maintenant, à c'est ça? Mérignac, oui, bien sûr. Ok, parce qu'il y a un gros, donc il y a beaucoup de bureaux, Thales. Un grand campus, oui, Ouais. qui fait 60 000 mètres carrés. Donc un des fleurons de l'économie aéronautique, mais pas que. Et puis plus récemment, des industriels comme Hydrogène de France ou comme ACC qui ont cherché à s'implanter sur des territoires, et naturellement Bordeaux était plus pertinent pour eux. Et dans leur grille d'analyse, on va retrouver effectivement
Est-ce qu'on a une agglomération qui a la capacité à leur apporter une main-d'œuvre qualifiée, mais également est-ce qu'on a des transports en commun développés? Est-ce qu'on est capable d'accompagner cette entreprise sur le temps? Et puis, il y a évidemment aussi toutes les notions économiques qui peuvent être des aides, quelque part, ou qui peuvent être, est-ce qu'on est sur un territoire de projet où on va réussir à rentrer dans des objectifs financiers, parce qu'une usine ou un immeuble de bureau, c'est très coûteux, c'est des engagements long terme, et forcément, il y a une matrice et des calculs qui sont faits en fonction des agglomérations. Et même au sein même d'une agglomération, une entreprise peut très bien se poser la question de est-ce que je viens dans Bordeaux-Centre? Est-ce que je choisis de me mettre en périphérie? Est-ce qu'il faut que je sois à côté de mes concurrents? Parce que l'environnement est pas du tout le même, quoi. C'est vrai Exactement. qu'entre être en plein centre-ville à Mérèdec ou être en Barès, j'imagine que on n'adresse pas du tout la même typologie d'entreprise, quoi. Oui. Et le parfait exemple de ce que tu dis, Hugo, c'est Hermès. Quand Hermès a choisi d'implanter un premier atelier sur la rive droite, elle hésitait entre Bordeaux et d'autres agglomérations. Et Tu elle peux s'est nous les dit, citer ou pas? alors je ne peux pas les citer, D'autres mais agglomérations, voilà, on, d'autres on se agglomérations. projettera. Voilà. Exactement. Et Bordeaux Métropole voulait absolument attirer ces ateliers, puisqu'il y a 250 emplois qui étaient en enjeu. Et Hermès a choisi un environnement beaucoup plus paysager, beaucoup plus verdoyant, qui n'était pas directement connecté à des grands réseaux de transport en commun. Et donc, ça pose aussi des questions politiques de se dire, pour être un territoire d'accueil, il faut aussi offrir toute une palette de services. Et ce n'est pas forcément les services auxquels on pense que les entreprises vont retenir. Ouais, c'est vrai. Enfin, Ah oui. spontanément, on a envie de se dire, bah, il faut un arrêt de tram ou une ligne de bus ou la proximité de l'autoroute. On entend souvent dire que alors, c'est peut-être plus pour la logistique que pour une entreprise type Hermès, mais là, C'est dans une ce cas-là, réalité pour une entreprise tertiaire. Aujourd'hui, proposer un immeuble de bureau éloigné d'un arrêt de tram ou d'un métro pour d'autres villes, ça n'a plus aucun sens. Et le Covid est passé par là et il y a un avant-après. Pour une entreprise industrielle ou des ateliers, et là en l'occurrence c'est le cas d'Hermès, les transports en commun, c'était pas le premier sujet. Le premier sujet, c'était le cadre. Il fallait qu'on soit dans un environnement, on va dire, verdoyant, qui donne envie au futur. parce qu'en fait, faut de la place. On se dit que les gens peuvent venir de leur propre, avec leur propre véhicule, quoi. Généralement, ça doit être ça, Exactement. j'imagine. Et quand ils vont à l'usine le matin, faut que le cadre soit sympa. Ouais. En tout cas, pour eux, c'est le premier facteur d'attractivité, le cadre. Parce Ok. que le reste, c'est l'entreprise et ils estiment, en tout cas, c'était la position d'Hermès, que l'intérieur, l'outil industriel, c'était à eux ils le maîtrisaient, c'était à eux de le mettre en avant, mais que les conditions extérieures, c'était ce cadre verdoyant Ok. et C'est marrant parce que ce attractif. que tu évoques, en fait, c'est en lien direct avec le bien-être au travail qui est devenu un thème central. On sait que le recrutement pour les entreprises, c'est devenu un véritable enjeu parce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des têtes bien faites ou dans ce cas-là, peut-être des mains qui fonctionnent bien pour la réalisation en atelier, là, dans le cadre d'Hermès. Mm. Donc, en fait, le recrutement impacte, en fait, le marché du recrutement peut aller jusqu'à impacter l'implantation en fait d'une boîte sur tel ou tel site dans tel ou tel département, quoi. Complètement. On a eu même des opportunités très exogènes. Je pense à il y a 5-6 ans, quand BetClick a décidé de s'installer à Bordeaux. BetClick, c'est une entreprise dont le siège était à Londres et qui a décidé, dans le cadre du Brexit, de revenir en France. Ils ont choisi Bordeaux et eux, pour le coup, ils ont choisi Bordeaux-Centre parce qu'ils voulaient avoir toute la notion de service de centre-ville. Donc, pour le coup, on parle des bassins à flot. Et parce qu'ils ont aussi trouvé un terreau favorable au niveau RH pour avoir des cadres supérieurs et avoir de l'ingénierie, et puis des écoles qui puissent alimenter aussi leurs besoins de développement. Ok. Et quand ils sont arrivés, on parlait d'une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, ils occupent plus de 8000 m² sur la rue Achard à Bordeaux, donc plus de 500 personnes sur le site. Ouais, puis c'est un gros acteur, quoi, aujourd'hui. Très gros BetClick, c'est vrai que acteur. sur le marché de l'emploi à Bordeaux, bon, il y a des grosses boîtes dont on entend qui reviennent régulièrement et clairement BetClick en fait partie, Tout quoi. à fait. Et qu'est-ce qui, si on devait grossir un petit peu le trait, mais globalement, qu'est-ce qui attire les boîtes à Bordeaux, les un ou deux points forts? Donc il y a peut-être le cadre, moi de ce Alors, que il y je a le comprends. cadre, mais il y a aussi une motivation des familles ou de cadres ou de salariés qui ont envie de changer d'environnement, et Bordeaux est attractif. Donc, à partir du moment où on sait que de nombreuses personnes souhaitent venir vivre à Bordeaux, ça favorise la réflexion du chef d'entreprise de se dire, si j'ouvre à Bordeaux, J'aurais du monde, plus j'aurai une facilement, dynamique quoi.
exactement. Et puis on va pas se mentir, on a aussi des rémunérations qui sont inférieures d'environ 15% à ce qu'on peut gagner en Île-de-France. Donc il y a un intérêt pour l'employeur à venir créer ses emplois en région, et donc pourquoi pas à Bordeaux. Et puis, euh, et puis on est encore, nous, sur des statistiques qui sont quand même très très fortes, puisque sur l'agglomération bordelaise, on a 25 000 nouveaux habitants, alors sur l'aire urbaine, pardon, 25 000 nouveaux habitants par an. Et donc vous en avez deux tiers quand même qui habitent deux tiers qui viennent travailler sur Bordeaux Métropole. Donc on a aujourd'hui une demande et un flux continu, que ce soit de personnes physiques qui ont envie, comme vous et moi, de travailler dans un cadre hyper sympa qu'est Bordeaux, et puis d'autres, les entreprises qui se disent bah, je vais y retrouver mon compte et je veux en être aussi. Et là, il y a eu un effet LGV avec le recul aussi, Ah j'imagine. oui, bien sûr. Il y a eu un effet LGV qui avait même été anticipé, puisque avant même que on soit à 2 heures de Paris, je crois 2 ou 3 ans avant, on ressentait déjà un flux positif, que ce soit d'ailleurs des entreprises, mais aussi des investisseurs qui commençaient à se positionner pour acheter des immeubles qu'on n'avait même pas commercialisés. Ok. Donc c'était, on va dire, une période d'âge d'or, hein, entre 2013 et 2020, on va dire le Covid, où la dynamique était extrêmement forte sur Bordeaux. Donc les investisseurs anticipaient un petit peu quelque part en fait l'arrivée, ce boom d'activité, quoi. Ouais, C'est ça sur. exactement. Alors on le retrouvait à plusieurs étages, hein. Des investisseurs privés qui achetaient du Pinel et Pour du donc des résidentiel. logements partout, et puis des institutionnels qui, eux, achetaient des immeubles de bureaux, des commerces, des centres commerciaux et des entrepôts un peu partout dans l'agglomération, parce que les projets étaient beaucoup plus importants, plus emblématiques, et il y avait un attrait sous-jacent, une dynamique de fond qui faisait que c'était que des paris gagnants. Donc Ouais. voilà, on est dans une nouvelle période, on va dire, un nouvel âge, où les choses sont beaucoup plus réfléchies. Mais Bordeaux reste pour autant extrêmement plébiscité. Les chiffres en témoignent, hein. Je pense qu'on va en parler un petit peu. Cette nouvelle période, elle commence quoi en 2020, c'est ça? S'il y a eu un Alors, avec le Covid, oui, il y a eu un. je dirais que sur la période 2020-2022, on était quand même encore sur une dynamique intéressante, parce que des choses qui avaient été engagées avant Covid devaient de toute façon se faire. Ouais. Une fois que t'es Par, parti, bon, tu vas au bout, quoi. Exactement, on va au bout, et puis on ne change pas une stratégie d'entreprise tous les 15 jours. En revanche, là, on est très impacté depuis la guerre en Ukraine, et puis l'inflation qu'on a vécue derrière, puis la crise financière. Là, on subit 3 chocs consécutifs qui sont très impactants. Donc sur 2023, Ouais, global. Et exactement. Qu'on ressent vraiment sur 2023, alors qu'on ne verra pas à travers les chiffres qu'on publie à l'Observatoire, parce que les chiffres sont encore très bons, et on est un petit peu sur un effet rattrapage, puisque 2022 avait été un peu moins bon pour Bordeaux. Donc là, les chiffres sont excellents. Pour autant, on le ressent sur le marché de l'investissement, ça freine fort, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Et sur les grands projets, les nouveaux projets, ils sont moins nombreux. Ils sont assez robustes sur les locaux d'activité, mais en tertiaire, on sent que la nouvelle demande qui s'exprime, elle va avoir tendance à réduire un petit peu les besoins de surface. Alors que sur l'année 2023, on va le voir, on a rarement eu autant de grands comptes qui déménageaient son entreprise. ok. Donc encore un paradoxe. Et tu peux. On évoque donc des grands comptes ou des mouvements en tout cas de gros acteurs. Il y en a un ou deux pour qui tu peux nous citer, peut-être qui sont connus, qui chercheraient à s'implanter ou pour qui il y a des projets en cours. Oui, alors les projets en cours, j'ai pas le droit d'en parler malheureusement, mais on peut parler de ce qui s'est passé sur ces derniers mois. On a été très très marqué sur Bordeaux par les grandes écoles, donc les écoles supérieures, notamment, on peut J'ai pas. l'impression que ça a fleuri un peu partout en fait. Oui, complètement. On a dû attirer aussi les futurs talents. Mhm. La dernière en date, on a fêté l'ouverture de l'ESCA sur le secteur de Bastide-Niel, un très bel établissement, une très belle réalisation immobilière d'à peu près 8000 mètres carrés. Mais on voit aussi beaucoup de coworking qui ouvrent et qui sont de plus en plus grands. Parce que là aussi, il y a une tendance de fond qui est apparue dès 2020 avec le Covid, c'est qu'on ne travaille plus comme hier. Alors qu'évidemment, il y a des éléments de confort, on souhaite être au bureau comme à la maison, hein, donc d'avoir tous les services dont on a besoin. Mais aussi, on veut beaucoup plus de flexibilité. On veut passer d'une boîte de 2 personnes à 10 personnes en 3 mois, et puis on veut pouvoir réduire les effectifs si on a Mhm. besoin. Et ça change tout. Alors on est très en retard par rapport aux États-Unis,
Et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de WeWork en ce moment. Oui, ouais, il y a un petit sujet Il d'actu, y a un petit sujet, effectivement. ouais. Bon, il faut pas regarder le coworking à travers ce prisme-là, mais on a beaucoup de retard par rapport aux US. Eux, ils ont à peu près 15% de la demande placée qui va sur du coworking. Nous, on est plutôt autour de 3 ou 4%. Donc La on voit demande que... placée, est-ce que tu peux Ah expliciter? oui, alors ça, c'est le terme le plus Je vais important essayer de qu'on te utilise. reprendre à chaque terme technique que Tu tu as raison, utilises. tu as raison, Hugo. Reprends-moi. Alors, la demande placée, c'est le nombre de mètres carrés qui sont opérés sous forme de transaction. Donc, dès qu'il y a un déménagement, on fait la comptabilité du nombre de mètres carrés qui ont été D'accord. placés. On appelle ça la demande placée. Donc ce soit une entrée ou une sortie de locaux, Toutes les en entrées. fait. Ok. Que les entrées, Que les entrées. et on les Ok. additionne. Et donc, cette demande placée, elle commence à aller aussi vers le coworking en France, et notamment à Bordeaux. On a aujourd'hui sur l'agglomération 24 coworking de plus de 1000 mètres carrés, donc c'est quand même des gros sujets. Avant, on parlait beaucoup des tiers-lieux, je ne sais pas si tu as Bah, connu. en fait, sur le coworking, tu vois, c'est un point de vue perso, mais Oui. à Bordeaux, j'ai l'impression que c'est beaucoup de petits coworking. En fait, qu'il n'y a pas vraiment de grosses structures. T'as des lieux dans lesquels t'as de la place, type justement Darwin, où tu peux venir bosser assez facilement, mais c'est pas structuré vraiment en tant que coworking ouvert à tous. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Euh, Cette impression, elle est un peu chahutée par, je me dis, il y a la crise du coworking parce qu'on entend Mhm. beaucoup parler de WeWork. T'entends dire aussi que t'as des boîtes qui avaient mis leurs salariés en espace de cowork et qui maintenant font revenir les gens au bureau. Oui, En fait, t'as beaucoup d'indicateurs positifs, beaucoup d'indicateurs négatifs, donc je sais pas et trop ce beaucoup qu'on de doit contradictions. Exactement, Et, exactement. Je sais pas trop quoi en penser. oui. Alexandre, faut que tu nous éclaires. Eh ben alors, je vais t'aider. Alors déjà, sur le coworking au sens général, je pense que WeWork, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt parce que c'est le seul coworking qui se porte mal. Et pour plein d'autres raisons que des raisons, on va dire, classiques Ah, c'est plus des soucis de gestion, j'ai de l'impression. gestion, de business plan, de modèle, ce que ne font pas du tout les autres acteurs. Donc des gros coworking, il y en a beaucoup à Bordeaux, il y en a donc 24. Tu citais Darwin, qui est un des modèles et un des pionniers du coworking sur Bordeaux, et qui est une réussite incroyable parce que ils ont réussi à le faire dans un environnement qui n'était pas tertiaire, qui était pas très bien desservi. Ah, Euh, c'était C'était une vraiment friche une à l'abandon, friche, quoi. exactement. Et eux, justement, je pense qu'ils ont mis tous les ingrédients parce que ça allait au-delà du simple coworking. Il y avait des entreprises qui pouvaient s'y implanter de manière traditionnelle avec un bail commercial. Il y avait le bon restaurant en bas, le skatepark à côté, une offre culturelle. Donc on dit que c'est polymorphe. D'accord. Et ça fonctionne très bien. C'est un peu les seuls à le faire sur Bordeaux. Les autres, ils sont beaucoup plus traditionnels. On va Ah, puis ils ont retrouver. la place aussi que dans le centre. C'est C'est vrai que ça. c'est quand même plus compliqué, quoi. Oui, c'est plus compliqué, mais c'était quand même un sacré pari de le faire dans ce secteur-là. Et donc, on peut dire que le coworking, à mon avis, Donc se une longue porte vie devant elle. bien Oui, oui, sur oui. Bordeaux, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Que ça Alors, continue les de se gros développer. coworking sur Bordeaux, les plus modernes, en tout cas, on va souvent parler de la galaxie d'IWG avec des marques Regus, Spaces. Ils ont 5 marques qui sont développées sur Bordeaux. Flexo fait une très, très belle entrée en matière également, puisqu'ils ont ouvert sur l'aéroport et sur le quartier de Atlantique, et que ce sont des centres qui tournent très, très bien, qui sont bien remplis. On pense souvent aussi au Mama Work sur les bassins à flot, qui est très original et qui reprend un peu les codes qu'on a connus à travers tous les Mama Shelters qui ont ouvert en Parce hôtellerie. que c'est le même groupe, c'est ça? Il y a des actionnaires communs, D'accord, ok. mais une mécanique commune en tout cas, tous ces coworking qui veut en fait, souvent dans son ADN, donner un cadre de travail qui ressemble à celui qu'on a à la maison. Ok. Et c'est un peu ça les nouveaux codes. Et c'est vrai qu'on le retrouve maintenant aussi dans des projets tertiaires dits classiques. Quand vous avez une boîte de conseil en immobilier ou un acteur de l'assurance, bah, vous allez voir que les aménagements de bureaux, c'est plus du tout ce que c'était. Ah bah t'as envie. En fait, je pense que c'est le salarié qui a envie d'aller bosser dans un endroit sexy le matin, Exactement. quoi. Enfin, Parce que c'est un vrai outil RH. Pour attirer ces talents-là, il faut leur donner le bon cadre. Et tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident de faire revenir les gens au travail. Ben, c'est un peu ça l'enjeu aussi. Donc il faut battre un peu en brèche toutes les idées reçues. Oui, il y a des entreprises qui aujourd'hui ont besoin de faire revenir les gens au travail. Et puis il y en a d'autres qui vont garder cette souplesse-là parce qu'on n'a pas besoin que tout le monde soit là en même temps. Et donc cette notion de flex office, qui est un gros terme employé par les professionnels de l'immobilier, dans la réalité, ça veut dire de l'agilité dans sa façon de travailler et de laisser cette possibilité d'avoir des espaces qu'on partage, et donc c'est le lieu du travail, et puis des moments de réflexion, on n'a pas forcément besoin d'être au bureau, et donc si on a une bonne connexion et si on sait s'auto-discipliner, on peut le oui. faire depuis chez soi.
Ouais, ça c'est un autre sujet, effectivement. Exactement. Je profite d'avoir un expert de l'immobilier avec moi pour poser une question justement liée à Darwin. J'ai entendu beaucoup de choses ces derniers mois, ces dernières années par rapport au fait que tu as des promoteurs immobiliers justement qui voulaient récupérer le lieu pour parce qu'il y a encore de la place et en fait Rive Droite ça a vachement gagné, ça a beaucoup évolué et positivement ces dernières années. Est-ce que toi tu es au courant de par justement Alors, j'ai quelques ta double informations, casquette? mais qui vont pas dans ce sens-là. J'ai une information qui a été reprise par la presse concernant Darwin qui souhaite ouvrir un nouveau site sur Limoges. Un objet assez emblématique, et donc manifestement c'est en train de se faire. Donc c'est quoi, ce serait le début d'une galaxie Darwin, quoi, presque, c'est Peut-être, ça? alors j'ai pas d'infos off, malheureusement, je n'en sais pas davantage, mais je comprends que c'est un modèle qui va être certainement répété dans d'autres métropoles. Et puis après, je sais qu'il y a aujourd'hui des nouveaux players, on va dire, qui ont envie d'avoir une offre de service qui ressemble à celle de Darwin. Sur Bordeaux? Sur Bordeaux, exactement. Sur des modèles avec un peu XXL, hein, un peu comme on le connaît sur Brasa. Et donc, peut-être demain, de nouveaux grands concepts innovants. Ouais, de lieu de vie, en fait, Bien sûr. comme ça. Et on parle aussi beaucoup du coworking de l'industrie ou du coworking des locaux d'activité, qui est un modèle qu'on ne connaît pas encore sur Bordeaux Non, c'est vrai. Ouais. et qu'on aimerait bien voir parce qu'on se demande mais qu'est-ce qu'on peut partager aussi en locaux d'activité ou en locaux industriels. Et il y a certainement aussi des pages à écrire là-dessus. Et je suis sûr, parce que Bordeaux Métropole y pense aussi, qu'il y a des territoires qui permettraient d'accueillir ce type de projet. Ok. Et donc sur ces grands projets lieux de vie, toi, il y a quoi comme lieu dans Bordeaux ou à proximité de Bordeaux qui te viendrait en fait à l'idée pourrait être Alors, le plus adapté? il y a 3 territoires de projet aujourd'hui qui sont vraiment poussés par Bordeaux Métropole. Il y a l'aéroparc qui est sur la commune de Mérignac, du Haillan et de Saint-Médard-en-Jalles, où on va retrouver tout un cluster d'entreprises de l'aéronautique qui offre aujourd'hui encore des possibilités foncières intéressantes. Il y a InnoCampus sur Pessac, Gradignan et Talence, euh, où là on a une thématique plutôt sur le monde hospitalier, la santé, mais aussi le monde étudiant. Et puis on a un territoire rive droite qui est le dernier OIM, hein, opération d'intérêt métropolitain, qui vient d'arriver et qui, eux, vont développer une filière sur le monde de la construction en bois, sur le territoire d'Artigues, et qui se pose aussi pas mal de questions sur des clusters qui pourraient être développés sur d'autres communes. Et un autre enjeu, je pense, pour la rive droite, c'est d'être capable de régénérer aussi son tissu tertiaire, puisqu'on a aujourd'hui un territoire qui est marqué par des locaux d'activité et de la petite industrie, mais il manque aussi quelques fleurons sur cette rive droite. Et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas de grands fonciers bien desservis pour pouvoir créer cette nouvelle offre, mais il y a une demande. Ok. Donc tu veux dire quoi, que c'est plus des petits bouts entre guillemets de foncier qui permettent pas le développement C'est en ça. l'état actuel de. Exactement. Pour l'instant, c'est travailler un peu au picking et il va falloir peut-être avoir un OIM qui arrive à remembrer du foncier pour Ok. offrir une offre qui n'est pas disponible aujourd'hui. On évoquait donc il y a quelques minutes qu'est-ce qui fait aujourd'hui, en tout cas ce qui fait l'attractivité de Bordeaux. Donc on a compris que c'était notamment le territoire, je veux dire, dans sa globalité, qui attirait les cerveaux, qui attire les entreprises, quoi. Je caricature un peu le truc, hein, mais c'est un peu comme ça que je le comprends. À l'inverse, qu'est-ce qui va rebuter un petit peu aujourd'hui les entreprises? Qu'est-ce qui est pointé du doigt en fait quand une entreprise doit faire un choix d'implantation et que finalement elle décide de partir ailleurs? Qu'est-ce qui pêche? Aujourd'hui, il y a 3 sujets qui font qu'un projet peut se faire ou ne pas se faire. Le premier, c'est la qualité de l'offre. On est sur un territoire où on a beaucoup d'immeubles anciens, on n'a pas forcément le bon immeuble au bon endroit et dans le bon état. Donc, ce sujet de l'offre, c'est le sujet prégnant parce que une entreprise, il faut savoir que elle est à 80% locataire de son espace de bureau et seulement à 20% propriétaire. Donc, quand on est locataire, on est tenu par un bail. Et donc ça, c'est le deuxième sujet, c'est cette souplesse qu'on peut avoir au niveau juridique. Et donc, si je dois donner congés 6 mois avant mon déménagement, il faut que je maîtrise le point de chute et que je calcule bien pour ne pas le manquer. Donc bail à chaque fois, c'est quoi? C'est 3, 6, 9 C'est ans? 3, 6, 9 ans, voire
parfois des engagements plus long terme quand le bâtiment est vraiment adapté à l'entreprise et que le bailleur demande des contreparties, puisque souvent on lui demande de porter financièrement l'engagement de construire ou Ah, parce ou que de tu fais des gros réhabiliter. travaux, voilà, j'imagine que si C'est tu ça, suradaptes un peu tes locaux et que tes exactement. locataires, il faut pas que ça soit Il faut pour qu'il soit repartir un au bout peu de plus 3 ans, quoi. captif. Ouais. Exactement. Il faut qu'il y ait une rentabilité de projet. Et puis l'autre sujet, évidemment, c'est que l'entreprise elle a besoin d'être dans une localisation où elle va retrouver non seulement des transports en commun, mais aussi tous les services. Donc ça peut être de la restauration, de la distribution, ou tout ce qui va bien autour. Et on a aujourd'hui une agglomération qui est en train de se repenser. Parce qu'il y a encore 10 ans, un tiers de la demande placée, donc je reviens sur un peu de technique, mais en gros les utilisateurs pour un tiers venaient dans Bordeaux-Centre, et puis les deux autres tiers c'était en périphérie, et c'était principalement à Mérignac. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, c'est que plus de 50% des entreprises viennent à Bordeaux parce qu'elles sont attirées par cette ville-centre, attirées par ses services, cette offre de restauration, ces transports. Et Ah, le sur la cadre est agréable, périphérie, et c'est le vrai que pour cadre aller. est extrêmement agréable. Et puis quand on quitte Paris ou quand on quitte une grande métropole, c'est souvent parce qu'on veut se remettre au centre d'un nouveau territoire de jeu. Et donc Bordeaux-Centre, c'est parfait pour ça, mais c'est très cher. Donc il faut aussi pouvoir l'accepter. Et puis ça ne correspond pas forcément à l'image ou à l'activité qu'on a. Je prends l'exemple des sociétés de services et sociétés, on va dire, plutôt commerciales. Elles sont plutôt en périphérie parce que dans sa population, elle a des gens qui ont besoin de rentrer et sortir. Et c'est peut-être un peu compliqué à faire quand on est dans une ville où il y a beaucoup de problèmes de congestion automobile. Oui, qui s'est bien développé en l'espace de 15 ans, entre le moment de ton Forcément, arrivée et aujourd'hui. Ouais. c'est vrai. Donc c'est un sujet. Et puis après, je pense qu'en périphérie, on a encore un petit peu de retard sur la notion de service. Il y a encore quelques temps, quand on se baladait dans Mérignac ou dans Pessac, on n'arrivait pas à trouver un trottoir pour se déplacer de l'arrêt de bus jusqu'à l'immeuble. Et aujourd'hui, on parle d'avoir le bon tramway, d'avoir le bon resto, d'avoir la poste ou un endroit où je peux louer une voiture. On commence à développer cette offre de service, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors, t'évoquais Mérignac et tout le parc d'entreprises en fait qui est implanté autour. C'est vrai que par rapport à l'attractivité pardon de ce secteur-là, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est représentatif, mais autour de moi, j'ai pas mal de personnes à qui on a fait des propositions justement de jobs sur Mérignac, des jobs intéressants, des jobs plutôt bien payés, et qui refusent en fait parce qu'on n'a pas envie de se taper 45 minutes de voiture le soir, enfin le matin et 45 minutes le soir, quoi. Oui, alors je comprends ce que tu veux dire, Hugo, et je pense que ça parle aux jeunes générations hein, qui sont beaucoup moins voitures et qui ont une vie, on va dire aussi très axée sur ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vrai que cette nouvelle population, elle n'a pas du tout le même mindset que Ah, c'est clair. les quadras, les quinquas, qui eux ne voyaient pas d'inconvénient. Apprendre la voiture justement le matin et le Exactement. soir, quoi. Et puis, je pense qu'on a une vision aussi de son environnement et la démarche RSE, elle a été réalisée pour ces collaborateurs-là. Donc, Bah, à 20 ans, à 30 ans, on veut faire du vélo électrique. et c'est Écoute, ça, exactement. Donc maintenant, on conçoit et on réalise des vélos électriques made in Bordeaux. Donc ça, déjà, c'est ah, bien. Mais par contre, c'est vrai, on a encore beaucoup à faire sur ces périphéries pour que ce soit mieux intégré à la ville, pour que demain, on puisse se dire, mais je suis hyper content d'aller travailler en périphérie. Alors, tu parlais de Mérignac, mais Mérignac, c'est une des villes qui est les mieux équipées. ouais, et puis il y a le tram en plus maintenant Il y a le qui va jusqu'à tram, l'aéroport. et voilà, et il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés, mais il y a certaines communes qui sont encore au balbutiement et qui ne comprennent pas forcément le monde de l'entreprise. Donc on a un très très gros enjeu sur ces communes. On va prendre un peu de recul là maintenant et s'imaginer, se projeter autour d'une carte de Bordeaux. Donc on se représente Bordeaux là en tête, Bordeaux sa métropole, nord-sud, est-ouest avec le centre-ville au milieu. Je voudrais qu'on évoque un petit peu chacun de ces quartiers, chacun de ces parties de la métropole, que tu nous là encore peut-être caricature un peu, tu vois, mais quel type d'entreprise, quel type d'activité, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces coins-là. Bon, on va commencer par le nord, de façon totalement arbitraire. Oui. Donc il y a le Bordeaux maritime, on a bien vu que tout ce qui est autour du bassin à flot, Bacalan, voilà, tout ça c'est énormément développé. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement comme activité dans ce... Alors depuis une dizaine d'années, c'était devenu, on va dire, un quartier de report des campus de Chartron qu'on a connus. Donc on a eu besoin, il y a une dizaine d'années, de réhabiliter
et de se mettre aux normes pour toutes ces écoles qui sont autour des Chartrons. Donc les premiers grands utilisateurs, c'était les écoles supérieures. Et puis après est arrivé tout un cycle d'entreprises liées à la tech, donc le numérique, qui, avec Backmarket, BetClick, OVH et j'en passe, qui sont venus occuper Cdiscount ces espaces. aussi, non? Cdiscount, bien sûr, qui a son siège et ses annexes sur les bassins à flot. Donc on va retrouver vraiment cette dimension, cette double dimension école supérieure et numérique sur le secteur nord. Et puis si on va un peu au-delà et qu'on traverse le quartier, on va arriver sur Bordeaux-Lac ou sur Bruges, où on va retrouver non seulement un des plus gros pôles hôteliers de la ville, mais aussi tous les équipements publics qui sont arrivés avec l'arrivée du tram, le grand stade, la réhabilitation du parc des expos, et qui ont permis de générer aussi un tissu, régénérer plutôt le tissu de PME, de PMI qu'on retrouve sur le nord de Bordeaux, avec une population beaucoup plus commerciale. Donc, je sais pas, par exemple, le tram, on va dire, c'est quoi? C'est de la mécanique, de l'industrie, qui est un peu en termes de tissu Oui, de PME, c'est ça exactement, de la petite mécanique, de l'industrie, et puis un peu d'assureurs, un peu de boîtes commerciales. C'est cet environnement-là, en tout cas. Ok. Et si tu continues même encore après, au nord, type, Alors, je sais pas, vers Ambarès, justement, le long de la Garonne? Alors, si je continue un peu plus au nord, alors je vais avoir deux zones nord. On va avoir celle d'Ambarès dont tu parles, Carbon Blanc, Sainte-Eulalie, où on va retrouver de la moyenne industrie. On va retrouver aussi du négociant en vin. Par contre, si je vais vraiment plein nord, au nord de Parampuire ou à l'entrée du Médoc, là, on va vraiment être sur l'activité vitivinicole. Ouais. On commence à Là, parler pinard un peu, quoi. complètement. Ouais. Et puis, comment je stocke mes grands crus, comment je gère mon flux. Et là, on a sur Blanquefort et tout ce qui est autour, une zone industrielle marquante, hein. On vient de vivre une époque où on arrêtait le développement de Ford et on perdait un peu de sous-traitance automobile pour régénérer sur le viticole et maintenant sur l'énergie, puisque Hydrogène de France a choisi de se développer sur Blanquefort, et donc on va avoir certainement un nouveau cluster qui va se tourner autour d'Hydrogène de France sur les nouvelles tech, la prop tech et tout ce qui va avec. Et tu sais ce que ça va représenter en termes d'emploi à peu près ou pas? T'as une On n'en idée? est qu'au début. Ok, C'est pour d'accord. l'instant embryonnaire. Alors, je dis au début, premier immeuble, il fait quand même 7000 m² de surface de plancher. Beau début. C'est pas une PME, hein, mais quand même. Et il reste encore 60 hectares à développer. Donc, un très, très gros projet pour C'est le bien. nord de la Ouais, ça va faire de l'emploi, ça va dynamiser un peu toute Tout à fait. toute cette zone-là. Si on continue, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on prend le cap à l'est. Alors, le cap à l'est, c'est la rive droite, où là, on va retrouver deux tissus complètement différents. Un premier tissu qui est le long de la Garonne. Donc, le plus ancien, c'est le secteur de Bastide. Mais maintenant, on a aussi une partie d'Eure-Atlantique qui est sur la rive droite, et qui est le nouveau quartier du Belvédère. Je ne sais pas si tu connais, qui est un quartier qui est juste en face de la gare Saint-Jean, de l'autre côté du pont, où là, vous avez 30 000 m² qui sont sortis d'un coup, Ok. avec de nombreux logements, des bureaux. Et donc, on va retrouver un secteur plutôt banque-assurance, société, on va dire, de conseil. D'ailleurs, on peut en parler, mais MSA a choisi de faire implanter son futur siège de 7000 m² au pied du pont Saint-Jean, face à la Garonne. Donc MSA qui est une société de... Qui est une mutuelle C'est dans la santé, non? C'est ça? non, du monde agricole. Ok, pardon. Et donc le chantier démarre au mois de décembre. Donc ce sera un des fleurons, en tout cas, de ce nouveau quartier. Et si je vais un petit peu plus loin et que je rentre un peu plus sur les terres, là je vais revenir sur un monde de PME et de TPE. Le long de la Rocade, où on va retrouver des petites zones d'activité à Senon, à Florac, à Lormont, qui ne sont pas forcément marquées par des grands utilisateurs, sauf si après je commence à prendre la 10 et que je vais retrouver le bâtiment de Sanofi, qui est assez emblématique, que tout le monde connaît. Oui, quand tu passes le long, sur l'autoroute. Ouais. Exactement. Et puis après, sur Saint-Loubès, on va revenir dans l'industrie un peu plus lourde, du transport, de la logistique, parce qu'il faut quand même faire venir toute la matière première sur Bordeaux. Et c'est aussi le cas sur Béchac et Caillaux, qui est aujourd'hui le deuxième poumon en termes de logistique, après Cestas, où on va retrouver le monde de l'agroalimentaire et de la distribution. Ok, donc en fait, les principales zones de stockage, entre guillemets, on va dire, c'est au niveau nord de Bordeaux, là vers la 10, enfin en tout cas nord-ouest, Oui. nord-est, Nord-est. pardon. Cette partie-là, et côté Cestas, avec, Cestas, oui. j'imagine, tout ce qui est Cdiscount et consorts, justement. Alors Cestas, c'est vraiment le poumon en termes de logistique de l'aire urbaine de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est un parc
Il fait plus de 300 000 mètres carrés de logistique. Ah, c'est énorme. C'est conséquent. C'est tellement important qu'aujourd'hui, recruter un cariste dans ce secteur, c'est très compliqué puisqu'ils ont asséché complètement le bassin d'emploi. Ah, tu Donc, m'étonnes. on réfléchit à un nouveau bassin d'emploi sur la logistique. T'as quoi en gros acteurs? Donc t'as Cdiscount, je crois que La Poste avait développé une plateforme spécifique pour Cdiscount. Tout à fait. Ils ont 30 000 mètres carrés. On en va retrouver Decathlon également qui va irriguer sa distribution sur tout le sud-ouest depuis Cestas. On va également avoir Carrefour qui a 50 000 mètres carrés de logistique et j'en passe des meilleurs. PSA, Aldi Ok. et encore d'autres. Ah oui, c'est énorme. C'est vrai qu'on a vu au fil des années les entreprises en fait apparaître même au bord de l'autoroute qui va sur le bassin. Justement, on les a vus pousser. Donc ça marque effectivement un véritable dynamisme et j'ai l'impression donc, qu'il avait été initié à l'époque par Cdiscount et ces mais maxi c'est entrepôts. aussi un développement subi parce que on aurait besoin d'avoir cette logistique beaucoup plus proche de la ville. Et c'est un sujet qui est très compliqué d'un point de vue politique parce qu'on n'a pas envie d'avoir d'air logistique à proximité de la ville, mais le fait que ce soit éloigné, ça engendre des surcoûts. D'un point de vue environnemental, c'est vraiment pas terrible. Donc on réfléchit aussi dans la ville de demain, dans le Bordeaux 2.0, d'avoir un quartier, une zone logistique qui permettrait de rapprocher aussi. Un peu tampon, quoi, c'est ça, entre le centre-ville et c'est. On pensait que ce serait Bègles-Lourcade. En tout cas, ça faisait 15 ans qu'on en parlait. Ce ne sera pas ce territoire-là, parce qu'il y a des enjeux environnementaux qui sont trop lourds. Mais voilà, il y a encore des réflexions, peut-être sur d'autres zones de l'aire urbaine. Ok. Le sud, si on prend, on peut dire que ça démarre au niveau de la gare, à peu près, Oui. de Atlantique, jusque si on descend après. Euratlantique, c'est le poumon tertiaire de Bordeaux Métropole. On en est à la moitié du projet. Ça fait plus de 10 ans maintenant que Euratlantique est né. La programmation, c'est 500 000 m² de bureaux. Et donc, il y en a déjà 300 000 qui ont été générés. Principalement autour de la gare, mais on voit que ça commence à s'exporter un peu. Je ne sais pas si tu connais la cité numérique à Bègles, mais qui est le fleuron de la French Tech. Alors j'en ai beaucoup entendu parler, j'aimerais bien aller y faire un tour. Ouais. Il faut que tu visites, c'est un ancien centre de tri postal qui fait 27 000 m², et aujourd'hui on va y retrouver toutes les petites pépites du numérique. C'est un site emblématique de Bordeaux également. Et puis tout autour de l'Atlantique, après on va avoir des immeubles assez iconiques. Il y a les plus grands architectes qui ont travaillé sur ces projets-là. Donc la partie la plus connue, la plus maîtrisée, c'est le secteur du Quai de Paludat, qui est on va dire le quartier le plus fini, le plus abouti. Mais il y a encore plein de quartiers, sous-quartiers qui ne sont pas bien connus des Bordelais. Et moi, je vous invite à vous y balader parce que c'est intéressant. Donc il se situerait où entre autour du quai de Paludat, c'est ça quand le quai de Paludat, c'est la partie qui est terminée, mais il y a le quartier qu'on appelle Armagnac. Il y a le quartier du Belvédère dont je parlais tout à l'heure, qui est sur l'autre rive, mais qui fait partie de l'Atlantique. Et puis, il y a des quartiers qui sont un peu imbriqués, comme les Terre-Neuve à Bègles, ou le quartier de Lars, où on a aujourd'hui une nouvelle école d'art qui s'appelle l'ESMA, qui vient d'ouvrir ses portes et qui a créé un campus de 13 000 m². Et un nouveau jardin, un espace public qui s'appelle le Jardin de Lars, qui est aussi grand que le jardin public, mais que les Bordelais ne le connaissent pas très bien encore. Complètement inconnu, pas du tout entendu parler. Exactement. Alors il vient d'ouvrir, ça y est, on peut y aller. Il est évidemment pas encore très arboré puisque les arbres sont très jeunes. Et puis il a dû être bien arrosé là du coup. Là, il est très bien arrosé, mais il y a encore des travaux qui vont être faits sur ce parc et qui vont donner plus de vie encore. Mais Euratlantique, voilà, c'est vraiment un quartier qui a été pensé en se disant qu'il fallait que dans un rayon de 500 mètres, je puisse retrouver mes commerces, des emplois, des secteurs d'habitation et des équipements publics. Et là, on peut dire qu'on est parti sur une opération emblématique de Bordeaux, tout simplement. Donc, quand on pense au sud, on pense au Atlantique. Ok. Et si tu descends encore plus au sud, donc on sort un petit peu de la partie limitrophe de Bordeaux, quand tu continues un peu plus loin. Alors, si je vais plus au sud, je vais rentrer dans une zone commerciale qui est très importante, les rives d'Arcin. Qui est un des poumons commerciaux de l'agglomération. Et puis si je vais encore plus au sud, je vais revenir sur mon axe Bordeaux-Toulouse, où je vais retrouver mon entre-deux-mer, avec encore des très belles bouteilles, du pinard, et des nouveaux secteurs. Je pense notamment
à Martillac, à la Brède, à Aigues-Mortes, où on a retrouvé depuis quelques années de très beaux projets sur le site Montesquieu d'abord, qui est très peu connu également, qui est juste à côté de Caudalie, qui là parle à tous les Bordelais, et puis sur Aigues-Mortes, des nouvelles zones logistiques et industrielles qui permettent aussi de redynamiser cette zone qui était très peu développée au niveau de l'immobilier entreprise. Ok. Et on termine notre petit tour avec le Grand Ouest. Et bien, le Grand Ouest, c'est le poumon historique de l'immobilier entreprise de Bordeaux. Mérignac, évidemment, comme fleuron, avec un aéroport qui est très dynamique et qui a connu une croissance incroyable jusqu'au Covid. Et là, on va revenir sur une nouvelle vie, puisque l'aéroport va lancer un grand chantier Sur sur plusieurs années. Alors, la date de fin, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'on est parti sur au moins 50 de travaux. Et puis, bah, tout autour, avec cette arrivée sur l'extension, c'est ça, une extension et une réhabilitation pour en faire un aéroport attractif. Il y a eu des notations terribles dans la presse qui ça disaient fait petit en fait, quoi, c'était Bordeaux. le moins bon aéroport d'Europe. Hein. Ah oui, à ce point-là, c'est sévère. Ouais, c'est très sévère. Moi, pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un aéroport régional plutôt dynamique. C'est vrai qu'il y avait besoin de faire des travaux d'embellissement, mais je trouve pas que ce soit du tout le pire de ce qu'on trouve en Europe. Pour avoir voyagé un peu, je pense qu'il y a pire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cet aéroport, on a des industries extrêmement intéressantes de l'aéronautique, et puis tout un secteur, le secteur Kennedy, le secteur Pélus, qui sont en train de vivre une nouvelle vie, et des projets aussi d'un point de vue architectural qui sont assez sympathiques. Je pense notamment au 45e parallèle, où on a 30 000 m² de bureaux qui sont en train de sortir de terre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de visiter le nouvel hôtel Sheraton, non, moi j'en ai entendu parler, qui est magnifique, avec également un centre de congrès. Donc il y a une nouvelle vie dans ce quartier-là. Et puis il y a un autre quartier toujours sur l'ouest qui s'appelle le Cœur Aéroparc. Oui, pardon. T'as quoi comme grosse boîte, par exemple, un peu emblématique? Alors, les plus grosses boîtes sur Mérignac, je pense instinctivement évidemment à Dassault Aviation, je pense à Thales et je pense à Cofinoga, donc dans des domaines un peu différents, qui emploient plusieurs milliers de personnes à eux trois. Je crois que le plus petit des trois doit avoir 1500 salariés, donc c'est colossal. Et puis on a un territoire de jeu, donc ce Cœur Aéroparc, donc on retrouve toute cette filière aéronautique où on a encore des capacités à accueillir, et notamment on est un des seuls aéroports à pouvoir encore offrir de la surface industrielle avec des accès pistes, ce qui est extrêmement recherché. On a de la chance à Bordeaux parce qu'on construit, on conçoit des avions, mais on a encore de la capacité à accueillir des sous-traitants. Donc c'est hyper intéressant. Ok, ça marche. Merci pour ce grand tour finalement. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous allez travailler. Alors toi, dans le cadre de ton activité, tu connais peut-être avec la casquette président au IEB, mais est-ce qu'avec Bleu Mercure, vous allez travailler un petit peu plus loin, justement à 1 heure, 2 heures de Bordeaux? Ah oui, c'est vrai que nous, avec Bleu Mercure, on a un rayon d'action qui est beaucoup plus large. On adore Bordeaux, évidemment, puisque nos bureaux sont en plein centre-ville. Et ils sont pas mal du tout. Ils sont pas mal du tout, je te remercie. Ouais. Mais on aime beaucoup les villes moyennes et les secteurs ruraux qui sont à proximité. Là, récemment, on a décidé de se développer sur Périgueux, sur Tarbes, sur Limoges ou même en Corrèze. Alors, c'est des territoires qui, pour certains, paraissent exotiques. Et moi, j'aime bien rappeler que dans tous ces territoires, il y a beaucoup de vie et qu'on peut le voir évidemment avec beaucoup de distance. Mais quand on les visite, quand on travaille dans ces villes-là, on apprécie également justement de se frotter à une économie différente. Et post-Covid, ça a été dynamisé, ça a dynamisé justement l'activité dans ces... Complètement. Alors, d'une part parce que c'est des territoires qui ont très peu de surface de bureaux, c'est principalement des surfaces industrielles ou de petite industrie. Donc il y a un besoin aujourd'hui de recréer du bureau dans ces villes, mais parce que aussi justement elles sont devenues attractives pour toi et moi qui à un moment donné a peut-être envie de plus vivre en ville, et avec la technologie d'aujourd'hui on peut assez facilement à distance, ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu la vague du Parisien qui en avait marre de Paris et qui venait chercher la tranquillité à Bordeaux. Mais si tu continues un peu après, maintenant, t'as le Bordelais qui en a marre de... C'est ça.
de tout ce qui se passe et de la densité de population qu'on peut avoir maintenant dans le centre et qui cherche à aller justement à la campagne. Je veux dire. Moi, j'aime bien l'exemple de Libourne parce que quand je suis arrivé à Bordeaux, me dépeigner une ville dortoir. Ouais, qui avait pas spécialement bonne réputation, Libourne. Et puis aujourd'hui, on va se balader sur les quais à Libourne et puis c'est un peu l'inverse. On commence à avoir des emplois tertiaires qui se créent là-bas, donc on se dit tiens, on est en train de changer les règles du jeu. Et finalement, Libourne, demain, est-ce que ça va pas être plus qu'une périphérie bordelaise, mais peut-être un pôle d'attraction à lui tout seul. Et finalement, c'est intéressant de se dire que ces territoires qui étaient regardés avec un peu de hauteur, c'est là où ça se passe demain. Et donc nous, Bleu Mercure, on veut faire partie de ce jeu-là. Et s'y intéresser le plus rapidement possible, parce que évidemment après ça a d'autres conséquences et on préfère être en avance de phase. Ouais, qu'en retard, c'est toujours mieux. Donc en tant que si moi j'étais patron d'une entreprise, je sais pas, de service, d'une société de conseil par exemple, ça devient de plus en plus aisé entre guillemets de recruter dans ces zones-là, dans ces zones géographiques-là, parce que les employés accèdent plus facilement en fait, t'as du monde, quoi. T'as de la main-d'œuvre qui est de plus en plus. On a de la main-d'œuvre, il y a une envie. Le vrai sujet, c'est souvent l'emploi du conjoint. Et ça, je l'ai vécu, moi, il y a 15 ans à Bordeaux. Et je pense que c'est l'enjeu de ces villes de moyenne pour demain. Parce qu'il y a des fleurons dans ces agglos. Et donc, c'est de se dire, est-ce que mon conjoint va aussi trouver le job qui lui plaît ou le job qu'il est en train de quitter? Parce que pour le reste, on va dire qu'il y a déjà tout, quoi. Il y a des villes qui sont sympas, il y a une histoire, il y a des services, il y a du terroir et généralement une proximité avec une grande ville à côté. Donc, on peut très bien y vivre, y être heureux. Et, exactement. Enfin, je pense que ça va devenir, c'est des territoires qui vont devenir tendance en fait entre guillemets. C'est ça. Il y a quoi comme gros acteurs qu'on peut citer justement dans un cercle entre 1 heure et 2 heures de Bordeaux? Comme grands acteurs, alors dans le monde du vin, c'est assez, comment on pourrait dire, c'est assez fragmenté, non? Exactement. Donc il n'y a pas il y a pas un gros qui ressort en particulier. Non, et puis on est en fait sur une aire urbaine où dès qu'on sort de Bordeaux, que ce soit la filière bois, la filière du vin ou d'autres filières, on n'est pas forcément sur des très grandes entreprises, mais à Libourne, on pourrait parler par exemple de Seva Santé qui a petit à petit absorbé tout l'immobilier qui était disponible dans la zone de la Bastière. Et c'est assez incroyable de se rendre compte de la taille des campus qui sont réalisés aujourd'hui dans ces villes. Après, sur d'autres territoires, sur le bassin d'Arcachon, on pourra penser notamment aux chantiers nautiques, qui sont très attractifs également. C'est quand on regarde dans le détail en fait qu'on se rend compte qu'il y a des petites pépites. Quand tu zoomes un peu sur certains. Ok. Exactement. On va repasser un niveau un petit peu plus macro, maintenant je vais dire. On aimerait bien avoir ton analyse sur la dynamique globale en fait concernant la Cube des années passées. Donc on comprend qu'il y a Cube, hein. On doit dire Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, l'ancien. Donc sur Bordeaux Métropole, c'est quoi la dynamique globale? Toi, c'est quoi le regard que tu portes en fait sur ce qui s'est passé au niveau de Bordeaux Métropole ces 5-10 dernières années et ce qui se profile après pour la suite? En fait, on est passé d'une période où on était en train de remettre en question et recréer des territoires de projet à une période aujourd'hui où il faut travailler en couture et en dentelle. Sous-entendu, c'est bien, un peu comme la période d'Haussmann, on dessine une nouvelle ville et on fait le grand tracé. Mais aujourd'hui, il faut ce travail d'orfèvre pour apporter une touche supplémentaire au projet. Et donc, cette touche supplémentaire, c'est ce qu'on est en train de vivre. Verdir un peu mieux les projets, penser à l'immobilier de demain et évidemment à nos enfants et à ceux qui les habiteront. Donc c'est une période où on a remis en question un peu l'ADN de l'immobilier et de la ville. Et c'est ça que Bordeaux Métropole et que les différents acteurs, enfin c'est vraiment le challenge qu'on a du politique au faiseur en passant par l'entreprise et aux salariés. Et donc tout ce petit monde, évidemment, doit se retrouver sur ces projets-là dans un contexte financier qui est extrêmement problématique puisqu'on n'arrive plus à réaliser les projets comme on les faisait avant la crise financière. Et je pense que l'enjeu... Donc là, tu parles, c'est du court terme. Enfin, c'est récent, en fait, ce changement de paradigme. C'est récent, mais on met des années pour concevoir des projets, les quartiers, concevoir des projets d'immeubles. Et puis, ça peut être
rebattus en brèche parce qu'on n'arrive pas à les financer. Donc aujourd'hui, on est extrêmement challengé dans le monde de l'immobilier parce que un projet immobilier, c'est souvent 5 à 7 ans de travail. Et donc, le report peut aussi entraîner la perte des autorisations, des permis. Et donc, ça peut venir annihiler euh, le futur d'un quartier ou d'une ville, hein. Donc un quartier comme Euratlantique, par exemple, ça a été, c'est bien, c'est un bon exemple, je trouve, pour nous Oui. donner le tempo un peu d'un projet. Ça a été décidé il y a combien de temps? Alors, Euratlantique, ça a été imaginé il y a une quinzaine d'années et ça a démarré il y a 10 ans. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de crise à vivre sur Bordeaux, en tout cas pas de crise majeure. Et là, on vit une période qui est beaucoup plus compliquée, et notamment parce qu'on avait imaginé des opérations de taille XXL par rapport au marché bordelais. Donc on est passé en gros je construis des immeubles de 1000 à 3000 mètres carrés de bureaux à je construis des opérations de 10, 15, 20 000 mètres carrés. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment financer ces opérations-là. Quand on les lance, on ne sait pas exactement qui va les occuper et donc qui doit payer pour que ces immeubles existent. Les promoteurs disent bah non, moi je peux pas prendre le risque. Les investisseurs disent bah moi je veux un retour sur investissement. Et puis vous avez une collectivité qui dit bah moi j'ai tout pensé correctement, donc prenez votre risque, monsieur les promoteurs ou monsieur les investisseurs. Mais évidemment, ils se connaissent tous les trois, ils se parlent, ils ont tous les trois envie de faire. C'est juste que la rencontre des trois est très compliquée. Ouais, faut faire en sorte que les planètes s'alignent, quoi. Exactement. Parce qu'au départ, je reprends l'exemple d'Euratlantique, hein, mais c'est quoi? C'est Bordeaux Métropole qui se dit, tiens, on va prendre ce quartier-là, on va développer tel type d'activité, donc je vais préparer un peu le terrain en faisant le nécessaire au niveau peut-être légal pour les aménagements ou en concevant. Après, tu as d'autres acteurs qui viennent s'ajouter pour construire le projet. Comment est-ce que ça se passe? Alors, Euratlantique, c'est vraiment une particularité. C'est que vous êtes à la fois à l'échelle des communes, on est sur 3 villes, donc Floirac, Bègles et Bordeaux. Ça facilite pas les choses? Pas forcément, mais je vais même en rajouter, c'est que évidemment Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux sont assez prégnants sur certains projets, mais Euratlantique, c'est une opération d'intérêt national. Donc même l'État est impliqué dans le développement et cette nouvelle vie de Bordeaux. Putain, j'ai pas cité le bon exemple, alors merde. Non, c'est l'exemple le plus compliqué, mais c'est aussi un bon exemple justement parce que on se rend compte que s'il n'y avait pas eu un intérêt national à redévelopper ce territoire de Bordeaux, Il y il ne aurait serait peut-être pas eu jamais le même sorti de terre. dynamisme, ouais. Et des opérations d'intérêt national, il y en a très peu en France. Le seul autre exemple qui me vient, c'est Nice, où il y a une très grosse opération d'intérêt national qui s'est développée. Et les autres, je ne les connais même pas. Mais en tout cas, on peut s'estimer heureux qu'il y ait eu une convergence d'intérêts au niveau de l'État, de la région, du département, des communes en général, parce que faut se rappeler ce qu'était le quartier de la Gare il y a 15 ans. On n'avait pas envie d'y mettre une entreprise, et puis on n'avait peut-être même pas envie d'y habiter. C'est certain. On pouvait y sortir le soir, éventuellement, mais c'est vrai que clairement, on n'avait pas envie d'y habiter. En tant que chef d'entreprise, t'avais pas envie d'y faire venir tes salariés, d'y avoir tes bureaux, quoi. Exactement. C'est clair. Concernant le futur, là, on a regardé un peu voilà, dans le rétroviseur. Toi, comment tu vois les choses là sur les mois, trimestres, années à venir? Je sais pas jusqu'où va ta vision. Alors, à court terme, on va dire qu'on a un enjeu qui est le fait qu'on soit dans une nouvelle donne économique et financière. Je lis la presse comme tout le monde et je me dis qu'on a une année difficile à passer en 2024 et puis qu'après on verra à nouveau le soleil. Évidemment, comme j'ai pas de boule de cristal et que très souvent, quand les économistes font des prospectives, c'est pas exactement ce qui se Exactement passe. ce qui se passe, ouais. Donc j'espère que ce sera une crise rapide. En fait, on l'espère tous. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une crise forte, rapide, et repartir, qu'une crise longue comme on a pu le vivre dans les années 90. Parce que dans les années 90, il y a la moitié des promoteurs et des acteurs de l'immobilier qui ont disparu. Donc c'est très très important que... En laissant des projets entamés Oui, sur le carreau, quoi, c'est ça? on est dans une période un peu sombre. Il y a aujourd'hui des entreprises qui licencient dans l'immobilier. Il y a aussi dans le monde, dans tout ce qui est périphérique, hein, que ce soit l'étude notariale, l'agent immobilier ou le prestataire de travaux qui Ça vient, fait vivre tout un écosystème, quoi. complètement. Et puis sur Bordeaux, on en a vécu fortement ces dernières années. Donc là, tout le monde est impacté. Donc on serre les coudes et on a envie que ça reparte de l'avant. Mais il y a un contexte macroéconomique
voire mondiale, hein, qui nous échappe complètement et je ne sais pas voir au-delà de cette prochaine année. Sur la notion de territoire, de toute façon, les choses sont lancées et ce sera peut-être un petit peu de retard de prix, donc il n'y aura pas plus de casse que ça. Sur le volet économique et sur le volet immobilier, bon, bah, ce sera une crise, on en a déjà vécu d'autres. On dit que 2 ans de crise tous les 10 ans, c'est quelque chose qu'on sait supporter. C'est un petit rhume, quoi. C'est Après, ça. ça Un gros repart, quoi. rhume. C'est ça. Exactement. Est-ce que dans ta longue vue, tu vois justement un ou deux projets majeurs qui devraient avoir un impact fort là, sur le territoire dans les années à venir? Non, je ne vois pas d'impact fort sur le marché des bureaux ou sur le marché industriel parce que la chance qu'on a par rapport à la crise de 90, c'est qu'on a très peu de stock. Donc quand vous cherchez des bureaux, des locaux d'activité aujourd'hui, vous allez avoir du mal à en trouver. On en retrouve un peu à droite à gauche, mais c'est très peu en quantité. Et on reste quand même sur une dynamique qui est suffisante en termes de demande exprimée. Il y a toujours des sociétés qui recherchent à se déplacer. Pourquoi? Parce qu'elles recrutent, parce qu'elles rachètent d'autres boîtes. Donc il y a du mouvement. Que ce soit pour le gros industriel, comme pour la petite boîte de 3, 5, 10 personnes? Ben, c'est ça qui est assez intéressant et qui est assez contradictoire, c'est qu'on a des carnets de commandes d'entreprises qui sont quand même assez fournis. Alors certes, ils ont une vue plus courte qu'il y a un an, mais ils ont quand même un carnet de commandes. Donc c'est vraiment le secteur financier et immobilier qui est impacté. Mais si on regarde le marché de l'emploi, le chômage a augmenté très faiblement et on reste sur l'agglomération bordelaise aujourd'hui avec encore des contraintes de recrutement pour de nombreux employeurs. Donc ce qu'il faudrait pas, c'est que effectivement cette crise financière devienne une crise économique majeure. Et là, auquel cas, ça peut embarquer plus de problématiques que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Donc on a bien vu qu'il y avait beaucoup de projets. Voilà, Bordeaux finalement c'est le surnom de la belle endormie. C'est plus valable, c'est plus d'actualité. Ça bouge bien un petit peu dans tous les coins, dans tous les secteurs, même au niveau de la métropole. Tout ce développement, comment est-ce que tu vois le truc par rapport à la préservation de l'identité de Bordeaux? Tu vois, parce qu'il y a une identité très forte, notamment au niveau architectural, patrimonial dans le centre-ville, avec le classement par l'UNESCO. Il y a des efforts quand même qui sont faits dans l'immobilier. Tu nous parlais de ce qui était réalisé, notamment autour de l'aéroport. C'est un paramètre qui est pris en compte, qui a de l'importance justement dans les projets, avec la préservation de cette identité globale. Oui, complètement. Et en plus, pour bien faire les choses, on a beaucoup de garde-fous. C'est-à-dire que déjà, on est une ville UNESCO, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Qui s'arrête, c'est quoi? C'est le centre-ville principal? C'est tout le port de la Lune. Okay. Donc c'est quand même un territoire qui est très grand. La ville permet quand même de faire un travail en couture dont je te parlais tout à l'heure. Donc si tu veux surélever une échoppe ou un immeuble, tu peux obtenir des autorisations. C'est même un peu le sens de l'histoire, puisque aujourd'hui la ville de Bordeaux souhaite créer un peu de densité dans certaines opérations de centre-ville. Donc il y a l'UNESCO d'une part, il y a évidemment les bâtiments de France, et les bâtiments de France, c'est un vrai sujet sur Bordeaux, parce qu'on est toujours à proximité d'une église, d'une cathédrale. Ouais, c'est quoi? C'est à moins de 300 mètres, c'est ça? Et puis on a aussi pas mal d'escaliers, de moulures classées, de cheminées, et j'en passe. Hein, donc, j'ai eu le cas d'un ami justement qui faisait des travaux pour sa boutique et qui a dû tout mettre en pause parce qu'il y avait un escalier qui était classé dans un immeuble à moins de 300 mètres. C'est bien, ça paraît lunaire d'un côté, mais c'est bien pour la préservation du patrimoine de l'autre. Et c'est exactement ça. Donc on est sur ces deux jambes et puis on essaye d'avancer. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que comme dans toutes les agglomérations, une fois qu'on a un modèle, on a envie de le reproduire à l'infini. J'ai habité Toulouse pendant quelques années. Sur les projets neufs, ils voulaient mettre de la briquette. Nous, à Bordeaux, c'est un peu pareil. Quand il y a des projets neufs, on a envie que ce soit la ville blonde. Donc, Cœur Atlantique, aujourd'hui, si on regarde bien toutes ces nouvelles façades, c'est soit de la pierre blonde rapportée, soit effectivement des effets de verre ou de matière. Mais on va rester dans ces teintes de couleurs qu'on connaît en centre-ville. Ce qu'on n'a pas vu sur les bassins à flot, où là, très franchement, il y avait un parti pris industriel. Ouais. Et donc, c'était effectivement d'aller... Moins intégré, ça donne un caractère un peu plus unique, en fait, au quartier. Ça, avec plus ou moins de réussite, après, j'imagine. Mais bon, c'est toujours selon les goûts on de aime, couleurs. On n'aime pas, hein, c'est le jeu. Hein.
Sur Ginkgo, ça a été un long débat également. Sur Bastide-Niel, de la même manière. Il y a un parti pris, mais en tout cas, tous ces grands quartiers, ils ont fait l'effort d'avoir choisi et lancé un appel d'offres à urbanistes. Donc, il y a une cohérence d'ensemble. Et après, c'est analysé îlot par îlot, donc projet par projet, pour que ça ait du sens à l'échelle du quartier. Et c'est quoi? C'est la ville qui a son mot à dire, in fine? C'est, donc il y a un architecte qui est mandaté, c'est ça par... Oui, on peut prendre l'exemple des bassins à flot, où la mission de coordination et d'urbanisme avait été confiée à Michelin. Et donc, on va retrouver sa patte, son appréciation, et surtout, il va valider les projets des différents promoteurs de manière à assurer la cohésion d'ensemble. Mais cette mécanique, on la retrouve aussi maintenant sur des marchés de périphérie. Si je prends l'exemple, par exemple, d'Aéroparc, Aéroparc, il y a des ateliers. Et quand vous construisez même un bâtiment industriel, vous avez un architecte conseil qui va valider, dans le cadre d'ateliers, le projet pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble avec le reste du Ok. parc. Ouais, que ça s'inscrive bien dans Ouais. un projet global, quoi. Exactement. Donc ça assure pour tout le monde une continuité. Et après, évidemment, ça pourra toujours être plébiscité ou critiqué en fonction des goûts personnels de chacun. Moi, je trouve que ça a du sens. La seule limite que j'y vois à titre personnel et à titre professionnel, c'est que ça rallonge les délais pour que les chantiers sortent de terre. Ouais, Et, parce que c'est de c'est ça. l'administratif, c'est des contrôles, c'est process. des... Ouais. Et donc, Si ça peut nous préserver que d'avoir des briquettes toulousaines en centre-ville à Bordeaux, c'est ça. Oui, c'est pas on la tolère. même. Je suis d'accord. Un peu de chauvinisme. Mais écoute, très bien, on va clôturer ce chapitre assez pro finalement pour terminer avec celui du perso. Alexandre, bon, bah, maintenant en 15 ans tu connais bien Bordeaux, donc tu dois avoir tes petites adresses. Ah, faut partager les bons plans. Faut partager exactement. Si demain tu devais emmener un ami, un collaborateur à manger dans un resto en ville, où est-ce que tu l'amènes? C'est une bonne question. Surtout que j'aime bien la bonne bouffe, comme on dit. Mmh. Non, Plutôt classique ou plutôt cuisine du monde? Ah, tout. Je trouve que c'est un art avant tout, et puis c'est toujours un moment de plaisir. Donc pour moi, si c'est un copain, je vais l'emmener à la Fine Bouche, rue du A, où vous serez reçu par Pierre, qui est un commerçant extraordinaire, qui a une équipe vraiment que j'adore. Alors on y mange très bien, ça mériterait une étoile. Bon, j'espère qu'il ne va pas en avoir tout de suite parce que... Sinon, il va faire gonfler les prix. Exactement, il va faire gonfler les prix, mais c'est vraiment une table très très agréable dans le centre de Bordeaux que je recommande à tout le monde. Et pour un dîner en couple, on va dire, un vendredi soir. Alors là, ce sera peut-être l'originel, qui est rue du Loup. C'est tout petit restaurant, très peu de couverts, peut-être une dizaine ou quinzaine de couverts, mais avec un chef et un cuisinier remarquables également. C'était une vraie découverte il y a 3-4 ans quand j'y suis allé la première fois, et j'avoue que j'essaye d'y aller souvent, évidemment en couple, mais aussi parfois avec des amis, parce que le cadre est très sympa. Une adresse hors resto, cette fois. Une adresse un petit peu coup de cœur, un endroit dans lequel tu te rends souvent. Alors, une adresse coup de cœur, je sais pas, mais le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était pour une manifestation qui est organisée à Talence, c'est sur ODP, je ne sais pas si tu connais. C'est un festival musical qui a lieu tous les ans au mois de juin, donc qui est une bonne œuvre, hein, c'est pour les orphelins des sapeurs-pompiers, et qui réunit 4 à 6 000 festivaliers avec de la très très bonne musique. Donc ça, c'était une découverte pour moi cette année. J'y suis allé avec des clients. Et on a tous passé un très très bon moment, très bonne musique, et puis... C'est une façon de faire qui est originale, d'amener ses clients en festival. Ouais, j'ai découvert ça chez Bleu Mercure. Eux, ils étaient plus coutumiers de ce type d'organisation, mais c'est vrai que rencontrer des clients dans un cadre culturel, bah, finalement, ça change, et ça apporte autre chose dans la relation humaine, et j'ai beaucoup apprécié. Alors, je crois que les origines de Bleu Mercure sont du côté de la Bretagne. Tout à fait. Est-ce que les clients sont amenés au Hellfest chaque année ou pas? Non, je ne le crois pas. Faudrait élargir le concept au Hellfest, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Faut voir, ouais. Vous avez des amis qui viennent vous voir à Bordeaux pour le week-end, des amis qui ne connaissent pas Bordeaux. Ouais. Où est-ce que tu les amènes? Alors, s'ils ne connaissent pas, évidemment, dans le centre de Bordeaux, on va aller se balader sur les quais ou à Saint-Pierre, arpenter les petites ruelles, c'est toujours agréable. Et puis,
Et on a toujours un peu les mêmes commentaires de ce petit Paris, de ce charme fou qu'a le centre-ville de Bordeaux. Et puis, si j'ai un petit peu plus de temps, je vais peut-être les emmener aussi à la dune du Pilat, parce que on a toujours besoin d'être accroché à la nature. Et je trouve que ce lieu est magique. Évidemment, c'est pas très original de parler de la dune du Pilat, mais de voir la mer, la forêt et cette grande étendue de nature, ça fait toujours son petit effet. Donc ça nous fait un week-end bien rempli, là déjà. C'est vrai. Et si toi, tu devais partir en famille, à 2 heures maximum de Bordeaux, vous partez le vendredi soir, vous rentrez le dimanche, où est-ce que tu décides Alors moi, je suis un d'aller? amoureux de la montagne, donc je ne sais pas si ça fait tout à fait 2 heures, mais Bon, si tu roules un peu vite, ça aller passe. peut-être du côté d'Espelette, aller marcher un peu le long du GR20 dans les Pyrénées. J'ai toujours trouvé que c'était un moment relaxant, apaisant, même si c'est quand même physique, hein, on va pas se mentir. Et Espelette, c'est un village qui est plein de charme, où on y mange bien d'ailleurs. Ouais. Donc je pense que ça réunit toutes les conditions pour passer un bon moment de famille. Donc pour les amateurs de randonnée, là, la dernière que tu as faite dans le coin, tu te souviens ou La pas? dernière, je l'ai fait à Gavarnie. Donc au cirque, sur le cirque de Gavarnie, ouais. Et c'était incroyable également. C'est pas une marche très compliquée en plus. Ouais, ça se fait en famille. Ça se fait bien en famille. Et sinon, le lac de Gaube, qui est très sympa aussi du côté de Cauterec, un peu plus technique, mais très très agréable et à faire en famille également. Ok, bah écoute, je plus sois. Le hasard fait que c'est les 2 dernières randos qu'on a faites aussi, qui étaient le cirque de Gavarnie et lac de Gaube, et c'est vrai que c'est des coins qui sont magnifiques, ouais. Bon, ça, un tout petit peu plus de 2 heures de Bordeaux, mais ça vaut le coup. Voilà. Alexandre, merci 1000 fois pour ton temps et pour ton éclairage, là, surtout Bordeaux et sa métropole, en espérant que ça soit utile à beaucoup d'entre vous. Donc on te remercie. Merci beaucoup Hugo, c'était très agréable d'échanger sur le monde de l'immobilier, puis de te raconter un peu ma vie. C'est très sympa. Qui est tout aussi intéressante que la dynamique de l'immobilier à Bordeaux. Merci Alexandre et à très bientôt. Merci à tous. Parfait. Putain, c'est assez épuisant. Ouais,